Bonjour tout le monde, oui, nouveau décor, je sais, je ne fais que changer de décor en ce moment, c'est un petit peu la galère entre les multiples déménagements, mais normalement ceci est le décor définitif, on va rester là, enfin il va changer de temps en temps au fur et à mesure que des meubles arrivent, bref, je vous raconte un peu ma vie, si on parlait ciné. Suite à la vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines sur les trésors oubliés des années 80, vidéo que vous avez beaucoup appréciée, et c'est d'ailleurs assez génial puisque c'est un nouveau format qui ouvre plein de possibilités derrière, je me suis dit que ce serait dommage de s'arrêter là, parce que si les années 80 ont eu leur lot de scènes cultes mais aussi de pépites oubliées, c'est aussi largement le cas des années 90. La décennie de tout est possible, les années 90, clairement, de Scream, de Titanic, de Jurassic Park, de Toy Story, une décennie remplie de films cultes et de petites merveilles qui ont aussi sans doute, elles aussi, croisé votre chemin, sans pour autant être rentrées autant dans l'histoire que les films que j'ai cités. Des films moins connus, mais qui méritent tout autant d'être découverts ou redécouverts, et dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 films des années 90 qui valent vraiment le détour. Bref, c'est parti pour ces trésors cachés des années 90. Et pour commencer, un film de toute fin de décennie, puisqu'il est sorti en 1999, et qui faisait partie de mes VHS cultes que je me repassais en boucle, alors que bon, soyons honnêtes, c'était pas forcément totalement de mon âge en vrai. Un film très typé 90s, avec un titre qui régale, puisqu'il s'appelle La main qui tue. Vous vous rappelez du nombre incroyable de comédies horrifiques qu'on a eu à la fin des années 90 / début des années 2000 ? La main qui tue en est peut-être un de ses plus fiers représentants. Ça se passe le matin d'Halloween, où on suit Anton qui découvre chez lui ses parents assassinés d'une façon qui semble assez horrible qui plus est. Et peu à peu, il se confronte à une réalité terrible. Ça pourrait bien être lui, l'auteur de ce crime horrible, et peut-être même l'auteur d'autres crimes aux alentours. Car en effet, sa main droite, devenue avide de sang, semble avoir développé sa propre volonté et ne lui obéit plus. Franchement, ça pourrait être le pitch d'un film extrêmement glauque, et c'est en fait une sorte d'American Pie horrifique déguisé, mais qui a quand même de belles qualités. Mais clairement, ne vous laissez pas avoir par cette intro qui est très graphique, assez violente, voire gore, et d'ailleurs une intro que je trouve particulièrement réussie. Le film met en scène des adolescents un peu débiles qui se lancent dans une enquête à prendre absolument au 2e degré, où les meurtres too much côtoient les répliques incroyables, et vous allez tout avoir, des looks de rockers dégingandés, des bonnes blagues de lycée sur le sexe et la testostérone, des têtes connues comme Jessica Alba ou même The Offspring qui vient nous faire un coucou dans le film. Et moi, j'avoue qu'avant de revoir ce film, j'avais quand même oublié qu'il se permettait quelques séquences horrifiques, tant pour moi c'était vraiment une pure comédie, tant l'aspect série B comique et grotesque l'emportait sur le potentiel macabre du film, ce qui, rétrospectivement, est un peu dommage, parce que je trouve que si t'embrassais à fond le potentiel glauque du film, t'avais quand même un sacré potentiel, Mais je pense quand même que pas mal de gens de mon âge se souviennent du joyeux bordel qu'était ce film. Un film très référencé, à la limite de la parodie, parce que tu vas clairement identifier des plans du cinéma d'horreur classique repris ici pour les détourner, mais quand même un film que je trouve plus subtil que la moyenne, avec un pitch qui est intéressant, et quelques séquences suffisamment bien réalisées pour rester en tête. Je vous parlais de la séquence d'intro, il y en a d'autres comme ça qui ont quand même marqué le gamin que j'étais. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir cette chronique avec ce film et vous rappeler un petit peu son existence. You had your fun, now it's time. Pour le deuxième film, j'ai aussi un drôle de truc. Un film qui a eu un autre jeu remake il y a 3 ans, un remake très raté mais qui témoigne quand même du fait que l'original ait bien marqué son époque. Si vous avez rêvé ou tremblé devant la série Charmed, vous vous rappelez de Charmed, eh bien vous allez adorer ce film. En anglais il s'appelle The Craft, mais vous le connaissez sans doute son titre français, Dangereuse Alliance.
une jaquette qui résume bien le film avec une de ses taglines dans les années 90 ont le secret, craquante, rebelle et magicienne. Tout un programme pour cette histoire où on va suivre Sarah, une adolescente qui, comme toutes ces adolescentes, a ses problèmes et se voit déménager à Los Angeles. Donc, nouveau lycée, et elle va vite rencontrer 3 amies qui s'avèrent être des sorcières. Des sorcières qui vont l'aider à libérer ses dons exceptionnels. Ensemble, elles vont s'exercer, elles vont gagner en puissance, elles vont pratiquer la magie jusqu'à ce que les choses dérapent et que le groupe commence à se déchirer. Une sorte de Twilight avant l'heure, en beaucoup mieux et avec des sorcières à la place des vampires, déjà ça fait rêver. Et si je vous rajoute à ça que c'est un film qui a quand même beaucoup moins vieilli que je ne le craignais, et ça passe notamment grâce à des effets visuels assez franchement impressionnants pour l'époque, et des thématiques qui tiennent étonnamment bien la distance. Tout comme dans La main qui tue, et comme dans beaucoup de films de genre des années 90 de toute façon, ça va commencer avec des codes de teen movie. Mais The Craft va très vite aller vers quelque chose de bien plus grand, avec plus d'ampleur, ce qui manquait un peu à La main qui tue et qu'ici vraiment le film assume ses enjeux. Il va développer une ambiance de plus en plus sombre, une ambiance qui repose moins sur les blagues débiles de lycée que sur la magie noire, sur des effets spéciaux franchement réussis comme je l'ai dit, et sur un scénario qui embrasse très très vite des thèmes assez adultes, en introduisant les concepts de jalousie, d'exclusion, d'envie, de haine, et en développant largement plus ces sorcières qu'on aurait pu le penser. C'est pas juste des étudiants gothiques, c'est même pas juste des sorcières, c'est des femmes complexes qui, en voulant faire le bien, peuvent faire le mal et inversement, et que ce soit dans l'écriture ou comme j'ai dit dans la mise en scène, le film montre quand même une belle ambition qui fait plaisir à voir. Et redécouvrir ce film aujourd'hui, c'est quand même vraiment surprenant. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais tu vois le côté assumé 90s, des costumes, des looks, de la direction artistique, voire même du ton général des premières minutes, l'arrivée au lycée, blablabla. Tout ça tranche radicalement avec le fait que le film semble encore d'actualité aujourd'hui, quoi. Et c'est un peu comme s'il avait conscience des codes des années 90, qu'il en prenait le meilleur, et qu'il s'ancrait volontairement dans une époque, tout en ayant déjà conscience des codes qui vont suivre. C'est un film qui adopte des codes des films modernes, récents, tout en étant volontairement ancré dans les années 90, dans le look et dans le charme global. Du coup, ça donne un mélange qui est quand même assez intéressant, je trouve. C'est vraiment un film que j'ai revu à la hausse. Moi, je m'attendais à une petite piqûre de rappel nostalgique, et j'ai eu un film attachant, un film bien réalisé, un film dans lequel vraiment je me suis replongé avec plaisir. Et si vous tentez ou retentez l'expérience, croyez-moi, ça peut qu'être bénéfique. Don't you ever hit me! Bon d'accord, et après ces deux films, donc La main qui tue et The Craft qui lorgnent quand même un petit peu vers le fantastique, j'ai envie de changer de genre. Et de vous parler d'un film dont je me suis aperçu avec surprise qu'il n'était pas si reconnu que ça, que les gens l'avaient soit oublié, soit étaient passés à côté, alors que, vraiment, pour moi, c'est vraiment un super film. C'est un film d'ailleurs qui a eu une petite sélection à Cannes en 98 quand même, et c'est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La méthode 0. Alors, dans La méthode 0, on va suivre du coup Daryl Zero, qui est un détective privé joué par Bill Pullman, et un détective qui a une sacrée réputation. C'est une sorte de Sherlock Holmes moderne, qui n'a jamais échoué à résoudre une enquête, mais voilà, c'est aussi un homme qui est solitaire, qui est reclus, qui est même complètement parano, on peut le dire. Et lui, il limite au maximum les contacts avec l'extérieur. C'est son assistant, donc Steve, qui est joué par l'assez génial Ben Stiller, on va y revenir, qui lui ramène des clients et qui va l'aider dans ses enquêtes. Et vous vous en doutez, sinon il n'y a pas de film, ce petit duo va tomber sur une mission un peu plus complexe que d'habitude qui va le mettre à mal, une mission étrange, une mission un peu tordue, et voilà, donc on est sur un polar, sur un film d'enquête auquel se rajoute une certaine légèreté, une petite touche de comédie, mais qui ne sacrifie jamais le suspense de la narration. Haven't I been good to you, huh? Haven't I been fucking incredibly, mind-blowingly, fuckingly, divinely generous as a fucking saint, you ungrateful fuck? Oh, hey, watch it.
Bon alors l'un des gros points forts du film, clairement, c'est le duo. C'est un duo qu'on va aimer suivre. C'est une espèce de Sherlock Holmes / John Watson qui a une sacrée alchimie. Vraiment, le duo fonctionne très bien. Que ce soit dans son écriture, que ce soit dans la représentation de cette espèce de détective un peu blasé et complètement désabusé qui contraste parfaitement avec Ben Stiller qui a un jeu beaucoup plus sobre que d'habitude. Sans doute lié au fait que ce soit aussi un de ses premiers rôles. Mais Ben Stiller, je trouve assez juste en fait, même très juste dans ce registre-là. Et voilà, c'est un duo qu'on a envie de suivre dans cette espèce d'enquête tordue, labyrinthique. Et ce qui joue beaucoup, c'est aussi que le film, c'est très important dans un film d'enquête, va doser ses indices. Il va te donner des indices avec parcimonie, et moi, je me souviens que gamin, j'étais hyper impliqué dans ce film. Je voulais savoir ce qui se passait, je voulais savoir qui était, ce qu'il y avait derrière l'enquête. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et ça, c'est un gros point fort, parce que ça veut dire que le film parvient à t'immerger puisqu'il est ludique. T'es avec le détective et t'essaies de comprendre tout en même temps que lui. Gamin, ça avait fonctionné à merveille sur moi, et là, ça a été pareil. Donc vraiment un film ludique, et qui en plus de ça, bénéficie d'un joli sens de la mise en scène. My abilities are seriously impaired, maybe even disabled right at the moment. I guess I gotta get to sleep right now. Daryl. I'll see you at 10. Parce que voilà, on est sur un petit polar, ok, sans prétention, mais du coup, il sait ce qu'il a à faire et il le fait très bien. La méthode 0 va poser son ambiance par des cadrages soignés, par des cadrages élégants, qui parviennent à dynamiser un film qui c'était dangereux, hein, parce que c'est quand même un film qui aurait pu être très bavard, parce que c'est avant tout un film d'enquête, donc un film de dialogue, des dialogues où se succèdent les sous-entendus, les sous-textes, l'implicite, etc. Mais jamais le fait que ce soit un film de dialogue n'ennuie en fait. Déjà, parce que les dialogues sont bien écrits, certes, mais aussi parce que malgré quelques petits tics de réalisation très 90s, le film sait quoi faire visuellement, et il cherche à éviter une mise en scène plate en permanence. Clairement, il va éviter le chant contre chant dans les dialogues, il va éviter de filmer les dialogues de manière un peu paresseuse, ce qui aurait pu être le risque, et ça marche. Et je pense même que sans réussir, à l'époque évidemment, à mettre de mots dessus, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment rentré dans le film, je pense. C'est un film typique du bon polar 90s généreux et honnête avec son public. Franchement, c'est un film qui offre plein de bonnes choses. C'est un film dont je voulais parler ici. Been awake for 3 days. 3. Just love those amphetamines. Et avant de vous parler du 5e film, qui est clairement le point d'orgue de cette vidéo, je la garde en dernier, vous allez comprendre, je vais vous parler d'un film devenu un peu culte, notamment pour tous les amateurs de rock, un film dont j'avais déjà parlé très brièvement sur Uppercut, un film bien absurde qui s'appelle Radio Rebelle. C'est une histoire sacrément originale, Radio Rebelle, où on va suivre Brendan Fraser, Adam Sandler et Steve Buscemi, donc déjà un gros casting, et tous les trois, ils jouent les membres d'un petit groupe de rock local qui décolle pas, et qui, pour se faire connaître, va donc sobrement décider d'attaquer et de prendre en otage une maison de radio pour qu'elle diffuse ses titres. Donc ils prennent des faux guns et ils prennent en otage la maison de radio, quoi. Ça, c'est le postulat de base, et un postulat de base qui va servir de prétexte à un enchaînement de situations improbables, de personnages drôles et de bande originale bien rock, enfin ce qui fait déjà une bonne recette je trouve, surtout que en plus de ça, le film alors, il se donne l'apparence d'un film bête, mais croyez-moi il est très loin de l'être, parce qu'il n'oublie pas de jeter un regard assez cynique sur toute l'industrie musicale. Look at them stupid pantaloons they're wearing. That's what we gotta do. Well, it looks like they're carrying a load in them pants. You know, they play this song on the radio and they got an album and everything. That's what we gotta do. Mais avant tout, bon alors clairement, voilà, on n'est pas non plus sur un pamphlet, le film est extrêmement divertissant, hein. C'est un film qui va toujours plus loin dans les situations, là tu crois que ça peut pas aller plus loin, être plus gogol, si t'inquiète, ça peut l'être. C'est aussi un film qui s'amuse avec les clichés, qui va caler 2-3 références par-ci par-là, des références à Die Hard, des références aux autres grands succès des années 90, et c'est surtout un film qui va profiter de ses acteurs, des acteurs qui s'éclatent comme des dingues derrière la caméra, devant la caméra
caméra plutôt, et clairement ça se voit, hein, et c'est très très communicatif. Non, vraiment, Radio Rebelle, c'est un film qui mise sur la bonne humeur. Et du coup, le résultat, ce sera 1h30 de pur plaisir, de comédie déjantée, comme disent les jeunes. Personne n'a dit ça. Un film généreux dans les gags, dans l'absurde, dans le what the fuck, et un film qui a l'intelligence de se donner une apparence un peu bête. Et ça, c'est une grosse qualité, hein. Clairement, un film qui est respectueux de son public et qui nous prend pas pour des imbéciles. Clairement, je vous conseille, vous allez au Franprix décapsuler quelques petites binouses, vous lancez ce film, vous allez vous régaler. Hey guys, you're on TV. A band of failed musicians lashing out at the society that won't listen to them. Their target, the only capitalist edifice their MTV-soaked minds recognize, a rock and roll radio station. Ok les amis, bon, maintenant, 5e film, et mon cœur vibre. Parce que ce 5e film, c'est le film de mon enfance. Et d'ailleurs, je vais le mettre en VF. Exceptionnellement, je sais que je le fais jamais sur Intercut, mais les répliques en VF de ce film, en plus d'être géniales, sont tellement ancrées dans mon cerveau, je sais qu'au montage, je vais me régaler. Vraiment, quand j'étais gamin, c'est le film qui m'a fait le plus rêver, le plus trembler, le plus ému, et c'est sans doute la VHS que j'ai le plus poncé. Les amis, je vais vous parler de Mathilda. L'adaptation du bouquin de Roald Dahl par Danny DeVito, qui joue d'ailleurs aussi dedans, et c'est un film magnifique, de bonne humeur, de tendresse, de douceur et de malice. L'histoire, je vous la résume rapidement. On suit Mathilda, qui est une gamine hyper intelligente, une gamine curieuse, rêveuse, et complètement l'opposé de ses parents, qui sont des parfaits abrutis, qui passent leur journée à se goiffrer de jeux de télé, qui prônent l'inculture comme étant la norme, qui ont aucune idée de comment élever une gamine, bref, des imbéciles heureux quoi. Et à 6 ans, elle va insister pour qu'on l'envoie à l'école, les parents vont céder, et Mathilda va enfin y découvrir des amis, des gens de son âge, une institutrice douce, gentille, bref, tout ce qu'elle a pas à la maison. Sauf que la directrice de l'établissement, Madame Le Gourdin, s'avère être une sorte de dictatrice terrifiante qui clairement torture les gamins, il n'y a pas d'autre mot, qui déteste les enfants, et au milieu de ce concept, Mathilda va découvrir qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Je veillerai personnellement à ce que la naine psychopathe et gâteuse à la laine fétide, la lilliputienne à qui appartient cette horreur de ruban, ne revoie plus jamais la lumière du soleil. Toi. Mathilda, c'est un film merveilleux. C'est un film qui baigne dans la bonne humeur sans jamais édulcorer le monde assez terrible quand même, dans lequel la gamine évolue. Et les séquences mémorables s'enchaînent. C'est un film qui est porté par des acteurs fabuleux, tous fabuleux, et des personnages géniaux quoi. Enfin, clairement, Madame Le Gourdin en tête, donc la directrice. Les répliques de Madame Le Gourdin sont incroyables, sa présence à l'écran est impressionnante, et surtout, c'est autour de ce personnage que Danny DeVito, le réalisateur, va se permettre de s'éclater et de varier les dispositifs. Par là, je veux dire qu'il va rien s'interdire. Je veux dire, si à la base on est sur un film pour enfants qui semble coloré et joyeux, pendant 10 minutes, il va se permettre une scène horrifique, puis une scène de pure home invasion, lors d'une longue séquence incroyable dans le manoir de Le Gourdin, où il y a un jeu de cache-cache terrifiant entre les personnages. Il s'interdit rien et il peut passer du film d'enfant au film d'horreur, au film d'action, au film d'aventure. Il s'éclate avec sa caméra à explorer un peu tous les genres le temps de quelques séquences comme ça, et ça il se le permet parce que le film ne cherche pas le réalisme, ce qui est une excellente idée. Il va préférer grossir le trait dans toute sa direction artistique, dans toute l'écriture de ses personnages, et de là va naître non seulement une sacrée liberté de mise en scène comme je l'ai dit, et aussi une sacrée poésie. Suis-je objectif sur Mathilda ? Non, évidemment pas, clairement pas. Gamin, je disais même à tout le monde que voilà, c'était mon film préféré. Depuis ce film, j'ai dû le revoir 100 fois et clairement, les gars, il y a rien à faire. Je l'adore ce film. Pour moi, c'est un film magique. C'est un film qui ne se refuse rien et qui est un exemple de décomplexion. Je veux dire, voilà, cette histoire aujourd'hui, on la filmerait avec un espèce de réalisme tragique, un peu à la mode hollywoodienne, blockbuster gris, un peu terne. Et là, non.
Là, ça déborde de couleurs, ça n'a pas peur de sauter d'un genre à l'autre, de varier de genre cinématographique toutes les 10 minutes, sans pour autant que ce soit indigeste. Ça peut juste être le temps d'une séquence, quoi, et ça fonctionne. Ça n'a pas peur de caricaturer ses personnages pour en fait mieux les caractériser. Ça n'atténue pas la violence, notamment la violence des adultes qui peuvent être assez méprisables. Non, vraiment, depuis le temps que je voulais en parler sur Intercut, enfin c'est fait. Mathilda est clairement une pierre angulaire de ma cinéphilie. Amanda Tripp. Oui, mademoiselle Le Gourdin. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, mademoiselle Le Gourdin? Ces trucs qui pendent le long de tes oreilles. Des nattes comme les petites chinoises. As-tu les yeux bridés, Amanda? Non, mademoiselle Le Gourdin. Est-ce qu'il y a des bridés dans mon école? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format qui, je crois, vous l'aimez bien. Et c'est génial parce qu'il me permet vraiment en fait, je peux faire un peu tout avec ce format-là. Donc, il y en aura sans doute d'autres. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs la décennie que vous préférez qu'on aborde dans les commentaires. De toute façon, je les lis tous. N'oubliez pas non plus de vous abonner et mettre la cloche. Vérifiez que vous êtes toujours abonné si vous êtes tombé sur cette vidéo, puisque YouTube semble désabonner certaines personnes sans qu'elles l'aient demandé. Et si vous n'êtes pas abonné tout court, rejoignez la famille, hein, clairement, vous allez voir, on est bien ici. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, d'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.